Allons plus loin, continue avec notre grand débat. On va s'arrêter sur un texte qui vient des députés de la majorité et qui remet l'IVG au cœur des préoccupations. C'est le délai légal qui pose question, et notamment depuis le confinement. Pour certaines femmes, les 12 semaines ont été trop justes au printemps dernier lorsque tout s'est arrêté, et elles seraient de toute façon trop justes de manière générale. Oui, mais attention, certains médecins et élus de droite alertent. Avorter après 12 semaines pose selon eux des questions d'ordre éthique ou d'ordre sanitaire. On va ouvrir le débat avec nos invités dans un instant. D'abord, les détails du texte, c'est avec Marion Delpech. Allonger de 12 à 14 semaines le délai légal d'accès à l'IVG, c'est la principale proposition du texte de loi visant à renforcer le droit à l'avortement. Selon un récent rapport de l'Assemblée nationale, 5000 femmes sont contraintes de se rendre chaque année dans des pays proches où le délai légal est supérieur à la France pour pratiquer une IVG. La plupart sont en situation de vulnérabilité, pénalisées par des inégalités territoriales ou des retards de prise en charge, comme l'explique la directrice du planning familial. Aujourd'hui, la seule possibilité qu'on a, c'est ou elles vivent une grossesse qu'elles ne souhaitent pas, ou alors elles sont obligées de partir à l'étranger. Faut juste savoir que ça coûte entre 800 et 3000 euros. Donc ça veut dire que y a celles qui auront les moyens et celles qui n'auront pas les moyens. Ça fait penser un peu, vous savez, avant la loi sur l'avortement, des femmes qui avaient les moyens d'aller en Angleterre et puis les autres qui ne pouvaient pas et qui vivaient une grossesse qu'elles ne souhaitaient pas. Donc ça fait un écart entre les femmes. On n'est pas toutes égales du coup. Et ça, c'est quelque chose qui est intolérable aujourd'hui. Outre l'extension du délai d'IVG, le texte prévoit d'étendre la compétence des sages-femmes pour réaliser des IVG chirurgicales jusqu'à la 10e semaine de grossesse. Une autre proposition vise à supprimer la double clause de conscience spécifique à l'IVG, une concession faite par Simone Veil en 1975 pour faire passer la loi, mais décriée aujourd'hui par les défenseurs des droits des femmes qui la considèrent stigmatisante. Enfin, le texte propose de rendre obligatoire la pratique du tiers payant pour une IVG, de garantir dans tous les cas sa confidentialité et de supprimer le délai de réflexion de 2 jours pour confirmer sa demande. Portée par la députée EDS Alban Gaillot, la proposition de loi a obtenu un large soutien de La République En Marche et de l'ensemble de la gauche. Au Sénat, à majorité de droite, le texte sera vraisemblablement rejeté. Mais pour la sénatrice et ancienne ministre des Droits des Femmes Laurence Rossignol, son examen en première lecture permettra au texte de poursuivre son chemin parlementaire. Et justement, Laurence Rossignol est avec nous. Bonsoir, vous êtes sénatrice socialiste de l'Oise, vice-présidente du Sénat, membre de la Commission des Affaires sociales, ancienne ministre des Familles, de l'Enfance et des Droits des Femmes. Avec nous également Danielle Assoun, bienvenue. Bonjour. Vous êtes gynécologue obstétricienne, vous avez dirigé le centre d'IVG de l'hôpital de La Fontaine à Saint-Denis. Vous avez fait partie de l'équipe de recherche de l'enquête Fécond sur les pratiques contraceptives en France et vous travaillez auprès d'ONG pour former aux nouvelles technologies dans les domaines de la santé reproductive. Avec nous également, mais à distance, Israël Nizan, bonsoir. Vous êtes professeur de gynécologie obstétrique à l'université de Strasbourg, spécialiste en procréation médicalement assistée, président du Collège national des gynécologues et obstétriciens français et fondateur du Forum européen de bioéthique. Enfin, avec nous également Corinne Imbert, bonsoir. Vous êtes sénatrice de la Charente-Maritime, rattachée au groupe LR. Vous êtes secrétaire du Sénat, membre de la Commission des Affaires sociales et membre de la mission d'évaluation et de contrôle de la sécurité sociale. Merci à tous les quatre. Corinne Imbert, justement, on vient de l'entendre dans le sujet de Marion, la majorité au Sénat a été très claire. Elle ne veut pas rallonger ce délai de 12 à 14 semaines pour une IVG. Elle compte même déposer une motion préalable et rejeter le texte avant même la discussion des articles. Pourquoi ce point de vue si tranché? Quels sont vos arguments? Les arguments, ça porte sur les 3 points essentiels du texte, à savoir que un rallongement de 12 semaines à 14 semaines de grossesse, c'est-à-dire 16 semaines d'aménorrhée, c'est-à-dire 16 semaines sans règles, il faut savoir que 95% des interruptions volontaires de grossesse interviennent avant la 10e semaine. Ça, c'est un premier point, un point important. Au cours de la 14e semaine, et bien également, évidemment, le fœtus s'est développé et on voit apparaître les premiers signes des organes sexuels qui se forment. Et donc, on considère que, en fait, c'est pas tant
un problème d'accès à l'IVG pour lequel je considère qu'effectivement c'est une urgence et qu'il faudrait qu'on puisse répondre aux femmes qui viennent consulter pour une interruption volontaire de grossesse, parce que c'est, j'imagine, jamais un plaisir d'aller demander une interruption volontaire de grossesse, qu'on puisse apporter une réponse dans un délai d'1 semaine, ce qui me paraîtrait un délai raisonnable pour répondre à la demande de la femme. Autre point du texte, la clause de conscience, la double clause de conscience pour les médecins, qui effectivement était un élément d'équilibre de la loi Veil et qui aujourd'hui, force est de constater que ce n'est pas un frein pour l'accès à l'IVG. Et je vais faire le lien avec le premier point de ce texte de loi. Je pense que si on allonge le délai pour une interruption volontaire de grossesse à 14 semaines, qu'on aura peut-être un peu plus de médecins qui feront valoir cette double clause de conscience. Enfin, troisième point de ce texte, étendre la compétence des sages-femmes pour leur permettre de pratiquer l'interruption volontaire de grossesse instrumentale. Or, ceci est permis par une expérimentation qui a été votée dans le cadre de la loi de finances de la sécurité sociale, donc une expérimentation qui est proposée sur 3 ans, donc elle a juste démarré, et il nous paraissait prématuré d'inscrire cette possibilité dans la loi alors avant même que l'expérimentation de 3 ans puisse se dérouler. Alors, si vous permettez, je voudrais qu'on se concentre vraiment dans ce débat sur l'un des articles de ce texte, Laurence Rossignol, ce passage de délai de 12 à 14 semaines de grossesse. On entend des arguments de la droite sénatoriale, d'ordre médical, d'ordre philosophique aussi, un peu d'ordre éthique. Qu'est-ce que vous répondez ? Écoutez, moi, je ne suis pas médecin. Je vais laisser les médecins qui sont dans ce débat répondre sur les arguments d'ordre médical. Ce que je sais simplement, c'est qu'environ 2000 femmes par an vont avorter à l'étranger parce qu'elles ont dépassé le délai légal en France, qu'elles payent elles-mêmes leur IVG alors que s'il avait été pratiqué en France, il est pris en charge par la sécurité sociale, qu'un certain nombre de femmes découvrent tardivement leur grossesse pour des raisons diverses. Il faut avoir en tête un chiffre, c'est que 75% des IVG sont pratiqués sur des femmes sous contraception. Alors on peut discuter de la nature et de la qualité de leur contraception, mais néanmoins, il y a des femmes qui, sous contraception, ne comprennent pas qu'elles sont enceintes et le découvrent tardivement. Il y a les très jeunes filles qui, elles, ne savent même pas ce qui leur arrive parce qu'elles connaissent ni leur corps, ni l'analyse des événements nouveaux qui se passent dans leur corps. Il y a les éventuels dénis de grossesse. Il y a des éventuels dénis de grossesse, enfin bref. C'est très marginal. Donc, c'est très marginal. C'est pour ça que, comme le disait Corinne Imbert à l'instant, l'immense majorité des femmes recourent rapidement à leur IVG quand elles le peuvent. Et puis, j'en dirai un mot tout à l'heure, il y a quand même des dysfonctionnements dans l'offre de soins, dans l'accès à l'IVG. Nous avons fermé, nous la France, 22% des centres d'IVG au cours des 15 dernières années. Quand nous débattons avec les ministres de la Santé successifs de la réorganisation de la carte hospitalière, quand on ferme des hôpitaux de province, et bien quand on ferme une maternité, le plus souvent, on ferme aussi un centre d'orthogénie avec et on éloigne l'accès à l'IVG. Quand il y a un an, je demandais à Madame Buzyn, lorsqu'elle a mis en place les hôpitaux de proximité, que dans le cahier des charges de ces hôpitaux de proximité, il y ait un centre d'orthogénie. Elle a refusé. Donc, on a des considérants qui sont spécifiques à chaque femme, parce que chaque femme est différente, et des considérants qui sont liés aux défaillances de l'offre de soins ensemble, en France, et une formidable hypocrisie, parce qu'en fin de compte, ça nous arrange bien que nos voisins fassent ce que nous, on ne veut pas faire, et on compte sur l'Espagne, les Pays-Bas ou la Grande-Bretagne pour suppléer à nos états d'âme. Abordons le volet médical, si vous le voulez bien. Israël Nizan, pratiquer un avortement après 12 semaines, ce n'est pas la même chose qu'après 14 semaines. On entendait Corinne Imbert parler des organes génitaux qui commençaient à se former. Est-ce que c'est vrai que cela pose un problème? C'est différent pour les médecins? Avant de vous répondre, je voudrais dire que ça fait 30 ans que je n'ai pas envoyé en Hollande une patiente, même au-delà de 14 semaines, même au-delà de 16 semaines, parce que nous avons dans la loi de la France, qui est excellente, une solution qui s'appelle l'IMG pour cause psychosociale, qui nous permet de prendre en charge bien mieux qu'une IVG, une femme qui est en déni de grossesse,
une jeune femme qui se trouve n'avoir pas été capable de se savoir enceinte, et donc jamais, et j'ai toujours interdit dans mon service où on fait 2200 IVG par an, donc 1% des IVG de France, j'ai interdit qu'on envoie les femmes en Hollande pour faire des gestes que nous pouvons faire en France, et ceci gratuitement. Maintenant, pour vous répondre, la littérature internationale, parce qu'il n'y a pas de littérature française sur le sujet, ou très peu, malheureusement on n'a pas fait de recherche sur le sujet, dit que de toute façon, plus on fait l'IVG tardivement, plus il y a des risques et plus elle est difficile à réaliser. Et donc ceci est très clair, alors, il n'y a pas de problème éthique. Les médecins qui accompagnent les femmes, et le collège que j'ai présidé jusqu'à la semaine dernière comporte énormément de médecins qui veulent s'inscrire totalement dans le sens du soin aux femmes. Ces médecins me disent à 70% d'entre eux, attention, au-delà du délai actuel, on ne va pas faire. Et donc, ça va nous poser un problème. Vous évoquiez la filière d'orthogénie très fragilisée par des décisions successives de la droite et de la gauche qui ont détérioré le tissu hospitalier. Eh bien, moi, je dis, veut-on améliorer la situation des femmes qui demandent une IVG ? Oui, ben c'est pas en allongeant le délai, c'est en donnant des moyens au centre d'orthogénie et des moyens considérables et en les fléchant pour qu'une femme soit prise en urgence chaque fois qu'elle demande une IVG. Je n'ai jamais vu de femme me demander une IVG tardive. Par contre, des femmes qui demandent à ce qu'on les prenne tout de suite, il y en a tout plein. Et dans les services qui sont sursaturés avec des personnels insuffisants, on leur donne un rendez-vous à 4 semaines en leur disant « Rassure-toi, comme on a allongé le délai, on va pouvoir te faire une IVG plus tardive. » Eh bien, moi qui suis un vrai défenseur des femmes, pas de communication, mais de santé des femmes, je vous dis, c'est pas la première chose à faire d'allonger le délai. Alors, Daniel Assoun a plein de choses à vous répondre, je crois. D'abord, je voudrais répondre sur une première chose, c'est dire qu'on va régler le problème des termes plus tardifs en réglant le problème de l'accès aux soins, certainement pas. Certes, évidemment que nous sommes favorables à augmenter l'accessibilité des femmes, l'ouverture des centres d'IVG. Bien sûr, nous sommes éminemment favorables et nous savons très bien qu'il y a dans certaines régions des dysfonctionnements évidents, non seulement pour recevoir les femmes, mais même pour leur proposer les différentes méthodes qui existent. Mais nous aurons toujours des femmes qui seront au-delà du délai et pour lequel ce n'est pas l'histoire d'avoir refusé une IVG qui est en cause. C'est le fait qu'elles arrivent pour toute une série de circonstances. Madame Rossignol les a effectivement énumérées et qui fait que, effectivement... Il faut réécrire la loi pour cette minorité de femmes. Elles ne viennent pas à 14 semaines et on ne les fait pas traîner. Elles sont déjà à 15 semaines, elles sont déjà à 16 semaines. Le deuxième argument d'Israël Nizan qui consiste à dire ces femmes-là, il faut les prendre dans le cadre de l'interruption médicale de grossesse. Donc IMG. L'IMG est réservé depuis la loi Veil à des femmes dont la grossesse met en jeu leur santé ou lorsqu'il y a une malformation chez l'enfant à naître. Certes, c'est une possibilité, mais pourquoi faire passer par une procédure qui est tout à fait valable dans les termes d'une IMG, mais lourde, mais qui est longue, qui est complexe, ou qui est extrêmement arbitraire, car vous aurez des comités qui vont effectivement accepter ces femmes et d'autres ne vont pas les accepter. Sur quels critères allez-vous les accepter ? Souvent, ces patientes-là, parce que moi aussi j'ai procédé ainsi, on les passe en psychiatrie. Mais en fait, elles n'ont pas de pathologie psychiatrique. C'est une histoire sociale, c'est une histoire psychologique, c'est pas automatiquement une pathologie psychiatrique. Alors, le dernier élément auquel je voudrais répondre à Israël, c'est l'histoire des complications. Dans l'état sanitaire dans lequel nous sommes, c'est-à-dire de bonnes conditions sanitaires, l'IVG est faite dans de bonnes conditions avec des risques de complications minimes. Risque zéro, ça n'existe pas en médecine, nous le savons tous. Mais je voudrais quand même dire une autre chose par rapport à la technique, c'est qu'au fond, les services de gynéco-obstétrique font depuis très longtemps des interruptions de grossesse tardives dans le cadre des IMG. Donc, ils savent faire. Il n'y a pas... Après, on peut former plus de gens, en particulier dans les centres d'orthogénie. Mais les gynécologues obstétriciens, ils ont l'habitude des interruptions de grossesse
tardive pour des raisons médicales. Professeur Nizan, je sais que vous voulez réagir, je vous laisse réagir et j'aborderai une autre notion juste après. Contrairement à ce que vient de dire ma collègue Danielle Assoun, l'IMG règle la totalité des problèmes parce que vous le savez, l'IMG n'est pas limité en délai. Nous avons la possibilité de faire une IMG à 18 semaines et ça nous est arrivé, à 20 semaines et ça nous est arrivé. Et comme elle vient de le dire, nous savons faire et je pense qu'il ne faut pas envoyer ces femmes à l'étranger. Si on passe par l'allongement du délai qui est demandé, eh bien, on revient sur le même sujet dans 3 ans pour aller à 18 semaines et on revient dans le même sujet 3 ans plus tard pour aller à 20 semaines. Je propose qu'on mette fin à ce débat et qu'on dise l'IMG psychosociale, eh bien, il y a une commission qui est faite de médecins, c'est les mêmes médecins que ceux qui font actuellement, qui ne fait pas une procédure lourde, qui fait une procédure extrêmement rapide et on peut mesurer la rapidité de cette procédure, mais c'est une procédure qui encadre, qui aide, parce que c'est un signe d'appel. Une femme qui vient tardivement pour son IVG, et je vous rappelle que c'est moins de 2% des femmes, c'est-à-dire pas 5000, pas 3000, pas 2000, mais beaucoup moins, et personne ne l'a mesuré correctement. Ce que je dis, c'est que nous, en prenant les femmes en urgence depuis 30 ans à Strasbourg, c'est-à-dire le jour où elles appellent, elles ont un rendez-vous, nous n'avons que 10 demandes de dépassement de délai par an, et c'est toutes des dénis de grossesse et des petites jeunes. Prenons-les en charge beaucoup mieux que par la simple IVG, c'est-à-dire en les aidant avec une psychologue, avec une assistance sociale, c'est-à-dire par la qualité des soins. C'est sûr que ce n'est pas aussi élégant que d'allonger le délai parce que ça, c'est très payant sur le plan électoral, mais ce n'est pas payant pour les femmes. Laurence Rossignol, je vous laisse répondre et après, je me permets de reprendre un tout petit peu la main. Allez-y. D'abord, je crois qu'on n'est pas obligé d'être insultant dans ce débat et de soupçonner quelqu'un comme moi de porter ce dossier pour des raisons électorales. On peut considérer qu'on a des convictions qui sont différentes. C'est ce que je pense de vous, Monsieur Nizan, et les miennes sont aussi respectables que les vôtres. Ça, c'est la première remarque. La deuxième remarque, c'est de dire que la procédure d'IMG, c'est une procédure dans laquelle la femme demande à un collège de médecins de prendre une décision la concernant. C'est-à-dire qu'il y a un transfert de la décision. La femme perd son droit à l'IVG pour se remettre à un collège. Et puis enfin, ne parlons pas comme si cette histoire de 16 semaines, d'abord 16 semaines cette année, puis 18, puis 20, tout ceci n'est pas sérieux, je trouve, comme argument. Ne parlons pas comme si on inventait quelque chose qui n'existe pas. Nos voisins espagnols, hollandais ou britanniques ne sont pas des barbares. Et par ailleurs, je crois qu'on a tous loué et on s'est réjoui de ce qui s'est passé en Argentine il y a quelques semaines. Les femmes ont enfin obtenu la loi et vous savez quel est le délai qui a été retenu en Argentine ? Celui que nous proposons de prendre pour la France demain, c'est-à-dire celui de 14 semaines. Donc 14 semaines n'est pas un délai qui est anormal dans l'histoire de l'IVG sur la planète. Faisons cette comparaison. Dans le rapport d'information sur l'IVG rendu public en septembre dernier par l'Assemblée, on a appris, alors ce chiffre-là peut-être que vous le contesterez, que près de 5000 personnes allaient à l'étranger, 5000 femmes allaient à l'étranger pour se faire avorter hors délais légaux. Où vont-elles ? On va regarder ce tableau, des pays qui vont parfois bien au-delà des 12 semaines. L'Espagne et l'Autriche autorisent l'avortement jusqu'à 14 semaines, la Suède jusqu'à la 18e semaine de grossesse, les Pays-Bas jusqu'à la 22e semaine, le Royaume-Uni 24 semaines. Au Canada, il n'y a carrément pas de délai légal, aucun délai maximal pour se faire avorter. On fait confiance aux femmes. C'est ce que nous a dit le professeur Yves Ville, chef du service d'obstétrique de l'hôpital Necker à Paris. On l'écoute et évidemment, je vous fais réagir après. Vous savez qu'au Canada, qui est un pays que tout un chacun, et en particulier francophone, considère comme civilisé, eh bien, il n'y a pas de terme à l'IVG et on fait simplement confiance aux femmes. Donc, que des gynécologues renommés prennent des femmes pour être des idiotes qui oublieraient simplement leur pilule ou dont la pilule aurait été un échec et qui ont besoin très très vite d'une IVG très très vite, eh bien, ceci est assez dégradant pour l'image de la femme. Corinne Imbert, je trouve que ça pose une question très très intéressante et je vous ferai réagir évidemment, mais est-ce qu'on ne doit pas tout simplement faire confiance aux femmes ?
Bien sûr qu'il faut faire confiance aux femmes, évidemment, ça serait malvenu de dire le contraire. Mais pour autant, je ne suis pas sûre, et je partage les propos du professeur Nizan, je ne suis pas sûre que de repousser de 2 mois le délai pour une IVG réglera le problème, parce qu'effectivement, je pense que d'ici quelques temps, on continuera les comparaisons, on dira dans tel pays. Je précise, Corinne, pas de 2 mois. Oui, pardon, 2 semaines, excusez-moi. Le délai, la date limite pour une interruption volontaire de grossesse remettrait le débat dans quelques temps. Bien sûr qu'il faut faire confiance aux femmes, bien sûr qu'il y a des femmes pour qui il y a ou un déni de grossesse ou un problème de pilule, etc. Ce que décrivait au début de votre émission ma collègue, mais pour autant, est-ce que la loi doit s'écrire pour pallier à quelques exceptions? Je n'en suis pas sûre. Le chiffre de 5000 personnes, 5000 femmes qui iraient à l'étranger, il n'est pas prouvé. J'avais plutôt un chiffre entre 1500 et 2000 situations de femmes qui seraient obligées d'aller à l'étranger pour pratiquer une interruption volontaire de grossesse. Donc là encore, il faut que le débat soit apaisé. Moi, je ne suis pas convaincue du tout que l'allongement de 2 semaines règle le problème pour toutes ces femmes, même si on les fait grandes, on leur donne évidemment pleine écoute et pleine confiance, et c'est ça qui est important, mais ça ne peut pas être à la carte. Israël Nizan, sur cette question de la confiance aux femmes, est-ce que je peux juste vous rappeler les mots très forts du discours de Simone Veil en 1974 devant l'Assemblée nationale? Aucune femme ne recourt de gaieté de cœur à l'avortement. Il suffit d'écouter les femmes, c'est toujours un drame et cela restera toujours un drame. Aucune femme n'avorte par plaisir ou par confort, Israël Nizan. Est-ce qu'on ne peut pas leur faire confiance? C'est ce que je fais depuis que je suis dans cette discipline et je me suis battu souvent contre ma discipline pour que les femmes, et c'est pour ça que j'avais remis un rapport en 1999 à Martine Aubry, pour que les femmes en besoin d'IVG aient un parcours plus simple. J'avais été à l'origine de l'allongement du délai et je n'avais pas anticipé le retrait d'un certain nombre de collègues. Je voudrais répondre à Laurence Rossignol. La participation des médecins à la décision, est-ce que c'est tellement désagréable que ça? Somme toute, ce sont les médecins qui vont faire ces gestes-là. Alors participer à la décision, c'est-à-dire obtenir leur agrément, c'est-à-dire demander au médecin qui va faire est-ce que tu es d'accord de le faire? Est-ce que vous imaginez d'ailleurs, Laurence Rossignol, un autre système que le système de gré à gré, qui consiste à dire, ben voilà un geste qui va être un peu plus difficile, un peu plus long, ou qui survient chez une femme qui a besoin d'une aide différente. Mettons en place des moyens autour de cette femme pour que l'aide soit beaucoup plus cossue et que nous puissions l'accompagner. Est-ce que c'est tellement injurieux que de dire il faut respecter totalement le droit des femmes, et je suis le premier à le dire, mais il faut aussi que les médecins soient d'accord d'effectuer ces gestes? Eh bien, je pense que c'est normal et naturel, et on ne peut pas parler de bien-traitance des femmes sans évoquer le problème de la compétence et de l'acceptation par les médecins de ces gestes. Daniel Assoun. Alors 2 choses. Je reviens sur la confiance. C'est un débat qu'on a eu en 2001 au moment du passage de 10 à 12 semaines. C'est-à-dire dire que les femmes sont au fond des idiotes et que parce qu'elles ont un temps plus long, elles vont retarder leurs IVG, etc. C'est une aberration qui ne s'est pas confirmée par les chiffres. Les femmes avortent de plus en plus tôt. Ce qui veut bien dire que celles qui arrivent à des termes au-delà de ce qui est légal sont des femmes qui sont dans des difficultés majeures et qu'on ne peut pas, même si c'est un petit nombre, comme ça les négliger et dire est-ce nécessaire de faire une loi pour un petit nombre? Oui, ça peut l'être parce que ce sont des femmes qui sont les plus en difficulté. Pour répondre à Israël Nizan par rapport aux médecins, je dirais, et là je suis en total désaccord avec lui, non, ce n'est pas aux médecins que je suis, moi, gynécologue obstétricienne, ayant fait des IVG toute ma vie, ce n'est pas à moi de décider si une femme peut ou pas garder sa grossesse. Mon travail de médecin, c'est d'abord de faire les choses le mieux possible techniquement, de ne pas la mettre en danger et effectivement de
voir s'il n'y a pas de contre-indication. Ça, c'est mon rôle de médecin. Ce n'est pas mon rôle de médecin, et je parle de médecin et non pas seulement de femme. Il se trouve que je suis femme et médecin. Ce n'est pas mon rôle de médecin de dire oui, non, pour cette raison. J'accompagne, j'écoute, j'entends et je fais ce qu'on me demande de faire, car c'est dans la loi. Laurence Rossignol, sur la question de la confiance aux femmes, pardon d'y revenir, mais il y a ces questions qui reviennent régulièrement. Est-ce que l'avortement est un peu banalisé, dédramatisé avec les années? C'est l'avis de la philosophe Chantal Delsol, qui s'était exprimée dans une tribune au Figaro Vox en 2017. Je vous vois sourire, mais son avis peut aussi être intéressant dans ce débat. Simone Veil, ce que fut son intention en 75 et ce qu'est devenu sa loi depuis. Voilà le titre de cette tribune et voilà ce qu'elle écrivait. Le fait que l'IVG soit devenu un droit, une option comme une autre, comme on le voit dans le feuilleton Plus belle la vie, la rend banale et par là insignifiante, ce qu'à aucun moment Simone Veil n'avait voulu. Qu'en pensez-vous ? Mais je pense que la question de l'IVG n'est pas consensuelle en France. Ce qui s'est passé au moment de la loi Veil, avec une très forte hostilité de la droite à l'Assemblée nationale, la loi Veil qu'on devrait d'ailleurs appeler loi Halimi-Veil, je pense que Gisèle Halimi est pour beaucoup dans l'adoption de cette loi. Ce qui s'est passé avec une très forte opposition de la droite à l'Assemblée nationale n'a pas totalement disparu. Nous avons toujours en France des adversaires actifs de l'IVG. Des gens qui considèrent que l'IVG est un meurtre, que la pilule du lendemain est un avortement. Ça existe aussi. Et vous prenez les manuels qui sont diffusés par la Fondation Le Jeune à destination des jeunes lycéens à qui leurs parents confient ces livres, vous y trouvez tout un réquisitoire contre l'IVG et contre la pilule du lendemain. On aurait tort de penser que ça a été un peu banalisé. Alors, ce que je pense, c'est que l'opinion est totalement favorable à ce nouveau droit des femmes, qui n'est plus nouveau. Quant à l'histoire que l'IVG aurait été banalisé, ça veut dire que pour les femmes, l'IVG serait une autre contraception. Ceci est faux. Alors moi, je ne pense pas, tout à fait comme le disait Simone Veil, que l'IVG soit systématiquement un drame pour les femmes. Certaines femmes vivent leur IVG en serrant les dents, c'est pas un moment agréable pour toute femme, mais il n'y a pas d'assignation au traumatisme, contrairement à ce qu'on nous raconte, mais surtout il y a un enjeu idéologique. C'est une liberté, c'est un droit des femmes. Regardez ce qui se passe en Pologne, regardons ce qui s'est passé en Argentine. Ces femmes ont conquis le droit à disposer de leur corps contre l'Église catholique en Argentine, et elles l'ont perdu en Pologne, ce droit, sous la pression d'un gouvernement particulièrement conservateur. Donc cessons de discuter comme si on était tous d'accord, et ce que j'observe, c'est que les adversaires de l'IVG aujourd'hui ont compris une chose, c'est qu'on ne peut pas demander l'abrogation de la loi Veil. Ils ne peuvent pas le demander, parce que l'opinion est à plus de 80% soutient cette loi. Donc ce qu'ils font, c'est qu'ils disent on s'en tient à la loi Veil, en ignorant qu'entre la loi Veil et maintenant, l'état de l'opinion et du débat a changé. Et donc c'est à ça que je reconnais les adversaires de l'IVG aujourd'hui, c'est ceux qui disent la loi Veil, rien que la loi Veil. Eh bien nous avons progressé. Au début, il y avait quand même l'exigence dans la loi Veil d'une condition de détresse. Nous l'avons supprimée progressivement. Israël Nisand, effectivement, évoquait son rapport. Nous avons allongé le délai. Nous avons supprimé le délai de réflexion. Il y avait dans la loi Veil un délai de réflexion. C'est ça qui est intéressant sur la question de la confiance. En fait, les femmes, il fallait qu'elles réfléchissent bien. Elles venaient à l'hôpital, elles demandaient une IVG et on leur disait « Revenez dans 8 jours, réfléchissez bien parce que probablement vous êtes venus là comme ça sur un coup de tête. » Comme si une femme venait sur un coup de tête demander une IVG. Donc alors, tout ça est une affaire idéologique, culturelle et politique. Ce texte sera rejeté au Sénat demain, cela fait pas de doute. Il va repartir à l'Assemblée nationale qui pourrait décider de le reprogrammer en mars. Du côté de l'exécutif, on est assez frileux. En pleine crise sanitaire, le gouvernement a préféré émettre un avis de sagesse. Olivier Véran l'a exprimé en octobre devant les parlementaires et la complexité de sa phrase en dit long sur son embarras. Écoutez, ça dure quelques secondes. Au regard de l'attention que je porte et que j'ai toujours portée à l'exercice de ce droit fondamental, il ne m'apparaît donc pas aujourd'hui possible de considérer que l'orientation principale de ce texte résoudra, en tout cas à lui seul, l'accès à l'IVG. C'est donc avec une sagesse hautement mesurée, sur des raisons formelles, mais qui sont significatives et auxquelles je crois, que le gouvernement abordera chacune des questions soulevées par les articles et les amendements. Bon voilà, Corinne Imbert, est-ce que vous pensez dommage pour les femmes. C'est vraiment dommage pour les femmes. Est-ce que, Corinne Imbert, vous pensez qu'effectivement l'exécutif botte un peu en touche sous la pression de ces anti-IVG dont parlait Laurence Rossignol ?
Oui, il y a certainement un manque de courage du ministre. Mais je voudrais justement dire gentiment à ma collègue Laurence Rossignol que la droite républicaine ne se résume pas à la Fondation Le Jeune. Voilà, je suis de droite, je suis au groupe Les Républicains, je ne suis pas une opposée, je ne suis pas opposée à... Le travail qu'elle fait sur la loi bioéthique, ce n'est pas la Fondation Le Jeune, Corinne Imbert. Je vous rends cet hommage, chers collègues. C'est dit. Merci Laurence, merci. Donc voilà, du coup j'ai perdu un petit peu le fil, mais c'est pas grave. Écoutez, je suis désolée. Je disais donc que la droite se résumait pas à ça. Je ne suis pas opposée à l'IVG comme un certain nombre de mes collègues, mais je ne pense pas très sincèrement que d'allonger 2 semaines réglera le problème. Quant au ministre, on voit bien qu'il est très très prudent parce qu'effectivement il a la pression peut-être de l'opinion, mais encore une fois, c'est la décision d'une interruption volontaire de grossesse prise par une femme, je vais peut-être dire une évidence, mais c'est suffisamment douloureux. C'est un choix difficile et que déjà ça mérite le respect. Donc voilà, sans aller plus loin, je pense que c'est déjà une chance pour notre pays que cette interruption volontaire de grossesse soit possible depuis plus de 40 ans en France et qu'on n'a pas attendu les années 2020 pour évidemment l'autoriser. Israël Nizan, on voit bien que l'IVG pose encore quelques questions. Certains, effectivement, continuent de le remettre en question. On va voir quelques images, puisque c'est le cas de militants qui ont manifesté le week-end dernier, place du Trocadéro à Paris. Selon les sources, ils étaient entre 1000 et 5000 personnes. Évidemment, ça change un peu la donne. Pour sécuriser ce droit, le professeur Yves de Necker propose de l'introduire dans la Constitution. C'était à lire dans Le Parisien hier. Vous avez dû le lire, ça aussi, Israël Nizan. Est-ce qu'il faudrait inscrire ce droit dans la Constitution pour définitivement verrouiller ce droit ? Je ne pense pas qu'on puisse revenir en arrière sur le droit à l'IVG. Dans notre pays, 95% des personnes sont satisfaites que ce droit existe. Et même les gens qui ont défilé lorsqu'ils ont leur fille de 13 ans qui se trouve enceinte, ils viennent en consultation et disent « Vous savez, je suis contre l'IVG, mais quand même pour ma fille, tout de même. » Donc le droit à l'IVG, je ne le sens pas menacé. Je vais vous dire ce qui est menacé. C'est les moyens dont nous disposons pour accueillir les femmes. Nous n'avons pas de moyens. Et s'exonérer à bas prix en faisant une loi qui, soi-disant, améliore l'accès à l'IVG, alors que ça n'améliore rien du tout et que ça fragilise ce droit, ça me fâche. Nous n'avons pas les moyens d'accueillir les femmes dans des centres d'orthogénie. Heureusement qu'il y a le monde libéral qui fait 30% des IVG dans les cabinets pour les IVG très précoces, mais pour les 70 autres % qui vont dans les hôpitaux, on se trouve dans des situations, à certains endroits, les chefs de service ont maintenu les moyens contre vents et marées, mais c'est au détriment d'autres activités. Je dis la chose suivante, si on veut vraiment aider les femmes en demande d'IVG, c'est pas en allongeant le délai qu'on le fait, parce que ça, on peut régler le problème des délais dépassés très facilement dans notre pays. Ce n'est pas en disant aux médecins de travailler sans décider. Pour vous répondre en 10 secondes, 20 secondes maximum. Non, je ne te laisserai pas dire ça, Israël. On ne peut pas régler le problème des délais tardifs facilement. On les règle peut-être dans ton service, ce n'est pas le cas ailleurs, dans d'autres régions de France, où c'est une galère pas possible pour les femmes. Et je rappelle qu'en ce moment, en période de pandémie, il y a un petit problème aussi pour se rendre à l'étranger. J'ai eu avant-hier un coup de téléphone d'une jeune femme qui est à 16 semaines, qui doit partir en Hollande, et c'est pas simple en ce moment, en période de pandémie. Là. Merci infiniment à tous d'avoir participé à ce débat. LPL continue. Place à notre match des idées.